Petite introduction rapide sur Pixel Player, même si tous ceux qui sont présents commencent à nous connaître. Donc on est le cluster du divertissement digital sur la région Centre-Val de Loire et on regroupe donc, tous les acteurs liés à cette filière, que ce soit des acteurs du jeu vidéo, studio de développement de jeux vidéo, acteurs de la VR, de l'AR, du serious gaming, centre de formation, dont le CEFIM qui est un acteur et fondateur historique aussi du cluster. Et on est ravis d'être installés dans leurs locaux depuis peu. Et puis donc régulièrement, on met en place des ateliers sur différentes thématiques pour nos différents adhérents. Et on a la chance ce matin d'avoir des experts pour évoquer un sujet d'actualité, qui est la cybersécurité. Alors hier, il y a déjà eu un très bel atelier sur cette thématique par le CEFIM. Et donc peut-être que le prochain qu'on organisera, on l'organisera ensemble pour en faire un d'envergure encore plus importante. Et donc c'est un de nos adhérents. Donc Xavier Houdin de Bouclier Courtage qui nous permet et qui va développer ce contenu à l'aide d'experts et partenaires avec qui il travaille, qui va être à la manœuvre aujourd'hui pour évoquer ce sujet. Et n'hésitez pas à poser toutes les questions possibles et imaginables. On a aussi des experts parmi l'équipe du CEFIM, donc n'hésitez pas aussi à nourrir le débat. Ce sera au bénéfice de tous. Donc merci à tous d'être présents. Merci Xavier, ton implication comme toujours. Et puis bonne continuation à tous. Si vous avez faim, soif ou quoi que ce soit, il y a tout ce qu'il faut pour rendre ça encore plus sympathique. Bonne matinée et à tout à l'heure. Merci Ferriol. Bonjour à tous, donc moi c'est Xavier Houdin, je suis le gérant du cabinet Bouclier Courtage, courtier en assurance et spécialiste des cyberassurances. On travaille France entière sur une clientèle de TPE-PME et donc on essaie d'accompagner les dirigeants d'entreprise à se prémunir des attaques en se protégeant par différentes façons, à la fois logicielles mais à la fois aussi assurantielles avec des garanties financières qui sont là pour aider les entreprises à survivre si elles se font pirater. Donc je remercie le CEFIM de nous accueillir et Pixel Player, donc le réseau du divertissement digital. C'est une communauté qu'on suit depuis déjà plusieurs années et vous êtes un partenaire de choix. Donc merci de nous laisser cette tribune pour nous exprimer. On a sélectionné un panel d'intervenants ce matin. Donc à mes côtés, nous avons Enzo qui est analyste CRT chez Datac, qui va nous parler un petit peu tech. Frédéric donc de chez Honda, CEO, donc assureur spécialiste, on va dire, du cyber-risque. Qui est à nos côtés également ce matin, qui nous viennent de Paris. Donc merci à eux d'avoir fait le déplacement pour participer à cette table ronde. Et on aura un troisième intervenant à distance, c'est le CEO de Kamae, qui est une plateforme de formation en ligne sur les bonnes pratiques RGPD et cybersécurité, qui nous parlera tout à l'heure. Voilà en guise d'introduction. Donc pourquoi on organise ce type de matinée aujourd'hui, bon voilà, vous avez vu l'augmentation des cyberattaques, ça n'arrête pas. Les entreprises sont très sollicitées. On pense qu'on a beaucoup de pédagogie à faire autour de nous pour expliquer comment s'en prémunir et comment on peut se protéger financièrement également pour pouvoir survivre à ces attaques et voilà, faire perdurer nos entreprises dans le temps. Donc aujourd'hui c'est une première, enfin on a déjà animé différentes réunions sur le sujet, mais aujourd'hui c'est une première, on rediffuse sur les réseaux sociaux, donc c'est filmé, on remercie la société Jérôme Lambin pour ces petites vidéos, on essaiera de faire aussi également des petites interviews par la suite, vous pourrez nous suivre sur les réseaux. Donc bonjour à la communauté, si vous nous suivez derrière vos ordinateurs, on est là pour vous donner du contenu. Donc voilà, Xavier Houdin, donc Bouclier Courtage, la société, travaille avec un courtier spécialiste des risques cyber. C'est important de renégocier les contrats. Nous, on a une vision neutre du marché. On travaille avec une centaine de compagnies d'assurance aujourd'hui, donc ce qui nous permet d'avoir une tendance du marché et essayer de négocier au mieux les meilleures conditions pour vous assurer. Alors, j'avais quelques petites informations à vous donner. Aujourd'hui, il y a eu une étude qui a été faite par Allianz, qui est une compagnie d'assurance très connue, une étude mondiale auprès de 3700 entreprises dans un panel de 100 pays. Aujourd'hui, le risque cyber, c'est devenu le risque numéro 1 pour le dirigeant, devant même l'interruption d'activité, les catastrophes naturelles, les évolutions réglementaires et le changement climatique.
Donc on ne parle plus d'un truc qui concerne que quelques boîtes, c'est vraiment le risque numéro 1. Pourquoi c'est le risque numéro 1? C'est parce que ça paralyse l'activité. On est vraiment sur un outil de travail qui nous sert au quotidien. Si on n'a plus de vision sur nos clients, nos agendas, que nos industries s'arrêtent du jour au lendemain, c'est une perte d'exploitation vraiment concrète et qui peut coûter des centaines de milliers d'euros par jour aux entreprises. Donc les hackers l'ont compris. Vous avez vu, il y a des bases de données qui sont vampirisées, des exfiltrations de données, des usurpations d'identité, des demandes de rançon. Et tout ça, c'est vraiment des catastrophes pour à la fois les particuliers, mais les entreprises également. Vous avez certainement vu que depuis le Covid en 2020, l'explosion des chiffres sur la cybercriminalité en France, puisqu'on est passé de 31 milliards à 129 milliards, une estimation qui a été faite par Statista, donc c'est des statistiques assez fiables. Le coût de la cybercriminalité, c'est les pertes d'exploitation, les exfiltrations de données, le vol de propriété intellectuelle, toutes les datas. Voilà ce que ça coûte aujourd'hui à la France. Donc c'est de l'argent qu'on pourrait mettre en recherche et développement ou dans d'autres sujets. Et malheureusement, ça fuit. Et donc c'est vraiment pénalisant pour tout le monde. Je vous propose de repartir sur la définition d'une cyberattaque. Donc, une cyberattaque, le but, c'est de voler des données, de détruire, d'endommager ou d'altérer le fonctionnement des systèmes d'information dans le but de nuire aux activités d'une entreprise en la faisant basculer dans une crise informatique, réputationnelle, financière et humaine. Informatique parce que on travaille tous en réseau maintenant avec Internet et en réseaux locaux. Donc, on est tous connectés. Réputationnel parce qu'une entreprise qui perd ses données, elle perd la crédibilité vis-à-vis de ses clients. Financière parce que tout de suite, ça coûte pour réinstaller, reformer. On perd du temps de travail et donc de la valeur ajoutée. Et crise humaine, on a des entreprises malheureusement qui ont perdu du personnel parce que retour à l'âge de pierre, on n'est pas prêt à ça. Quand on travaille au quotidien avec des outils informatiques, revenir au papier, c'est pas possible aujourd'hui. Donc ça peut engendrer malheureusement des crises humaines également. Je vous ai fait un petit panel de quelques cyberattaques les plus répandues, bien sûr le phishing, l'exploitation de failles, les attaques, ce qu'on appelle DDoS, les attaques par saturation d'un site web, les arnaques au président, on a des tentatives de connexion extérieure et en général installation d'applications non approuvées, donc qui créent des backdoors dans les systèmes et après permettent aux pirates de s'infiltrer et d'étudier. On parle aujourd'hui d'ingénierie du piratage. Donc les pirates vont se renseigner vraiment sur le cash flow des entreprises, sur comment elles sont structurées pour taper au bon moment, au bon endroit. Souvent de fois, soit via des collaborateurs, via des sous-traitants, enfin n'importe quelle raison en fait est une bonne porte d'entrée pour les entreprises, enfin pour les hackers en tout cas. Qu'est-ce qu'on trouve dans une assurance cyber? Pour vous donner juste les grandes lignes, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais retenez ça. Dans un contrat de cyberassurance, on peut se prémunir de sa perte d'exploitation, c'est-à-dire que si on est piraté et qu'on ne peut plus facturer, qu'on ne peut plus travailler, la compagnie d'assurance va maintenir le chiffre d'affaires de l'entreprise donc par une indemnité financière. On va couvrir également les détournements de fonds, les frais de nettoyage et de réinstallation des postes. On va couvrir les coûts réglementaires également parce que vous savez que depuis RGPD, une entreprise doit prévenir la CNIL et prévenir ses clients si elle se fait pirater. Et tout ça, ça engendre des coûts. Et donc, les assurances prennent en charge ces coûts-là pour aider l'entreprise à survivre pendant la crise. Ensuite, on a des services d'urgence. Et là, je pense que tous les deux, vous pourrez nous en parler tout à l'heure. Des services d'urgence avec une hotline qui est là pour aider l'entreprise à structurer sa gestion de crise. On fait appel d'ailleurs parfois à des consultants en gestion de crise qui permettent aux entreprises de rendre ça un peu plus fluide et de pouvoir surmonter cette crise. Et donc, on a aussi tout un service de prévention pour étudier en amont comment on peut aider les boîtes à éviter que ça arrive et justement essayer de colmater les brèches de sécurité. Donc, il y a tout un tas de choses, on en parlera tout à l'heure. Quelques prérequis qu'on check, nous, à chaque consultation. On a des prérequis aujourd'hui pour pouvoir s'assurer en assurance. L'importance des sauvegardes, ça c'est le premier critère qu'on va regarder, dont des sauvegardes soit idéalement c'est d'avoir plusieurs supports physiques, cloud et éventuellement des serveurs avec redondance ou pas. Ensuite on a
L'importance des systèmes d'exploitation à jour, ça c'est aussi crucial. Vous avez une mise à jour Windows qui arrive là en octobre, je crois. Ça va être effectivement l'occasion pour tout un tas de gens de passer sur la nouvelle version. Si vous ne le faites pas, c'est autant de portes ouvertes, malheureusement, pour les hackers. Des antivirus et des firewalls à jour. Bon, ça c'est juste du basique, hein. VPN, c'est un tunnel sécurisé pour pouvoir accéder au web, notamment sur les Wi-Fi. C'est quand même mieux de passer inaperçu. Et MFA, c'est le multifacteur authentification avec le téléphone. On a, pour accéder aux données sensibles, une double sécurité qui permet déjà de sécuriser une partie de nos données. Et enfin, un volet crucial, c'est la formation et la sensibilisation du personnel pour justement les bonnes pratiques, avoir une bonne hygiène informatique, comme on dit, la gestion des mots de passe, etc. On décortiquera ça un peu plus loin. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec un courtier en assurance? On estime éventuellement les pertes d'une attaque, on chiffre ça par rapport au chiffre d'affaires. Ensuite, on va calibrer le montant de la garantie par rapport au chiffre d'affaires de l'entreprise. En général, alors après ça dépend de la taille de l'entreprise, mais on va dire que pour une TPE, les premiers contrats sont accessibles à partir de 50 000 € de garantie. On est en moyenne sur une cotise à 400 € à l'année, ce qui est relativement abordable. Ensuite, on vérifie les prérequis ensemble. Est-ce qu'on coche donc tous les prérequis techniques et sectoriels? On sélectionne la compagnie la plus adaptée. Donc c'est là que faire appel à un courtier permet de voir différentes offres qui existent sur le marché et de les comparer. Et enfin, c'est l'occasion aussi de revoir sa protection juridique et sa responsabilité civile, parce qu'il peut y avoir des implications. Vous travaillez dans les métiers du web, ou du conseil, du développement informatique. Lorsque vous rendez un travail pour un client, votre responsabilité peut être engagée. Et donc, il peut y avoir des connexions avec l'ARC. C'est important de décortiquer ces contrats et en tout cas de faire appel à un professionnel pour bien comprendre. Alors, je terminerai juste en introduction par ces 3 bons conseils. Alors, même s'ils sont un peu développés, j'ai pas repiqué ça, je l'ai rédigé pour un réseau d'entrepreneurs qui s'appelle Business Time sur Tours. Je leur fais un petit coucou au passage. 3 bons conseils, donc c'est en amont la préparation de ces systèmes, donc réaliser un audit de son système d'information, analyser les moyens de protection, vérifier les sauvegardes, tester les sauvegardes. Ça, c'est juste une base, mais beaucoup de boîtes ne l'ont pas fait et s'en mordent les doigts aujourd'hui. Cartographier l'architecture et hiérarchiser les droits d'accès pour pouvoir bien comprendre qui a accès à quoi dans l'entreprise. Définir une politique de gestion des mots de passe forte, donc avec un nombre de caractères suffisamment important pour limiter les tentatives de cracking des mots de passe. Et ensuite, vous pouvez... Alors ça, c'est aller un cran au-dessus, demander des scans de vulnérabilité. On a des sociétés qui font des pen tests, donc tests d'intrusion bienveillants, pour trouver les failles et éventuellement les colmater. Red Team, c'est en intrusion physique dans des sites. Des fois, on peut se faire passer pour quelqu'un, aller physiquement. Donc il y a des sociétés qui sont spécialisées là-dedans pour prouver que des fois, il y a un manque de sécurité physique aussi qui peut entraîner derrière des cyberattaques. Former le personnel, c'est important, et les sensibiliser aux bonnes pratiques en cyber et en RGPD. Et enfin, ça c'est la partie un peu plus conseil, assurance, estimer les pertes éventuelles d'une attaque. On a des outils pour ça, calculer sur la perte d'exploitation, calibrer la garantie d'assurance par rapport au chiffre d'affaires de l'entreprise et vérifier enfin les prérequis pour savoir si vous avez bien le droit d'être assuré jusqu'à la rédaction éventuellement d'un plan de continuité d'activité ou un plan de reprise d'activité qui est une sorte de feuille de route en cas d'incident cyber. Hop. Et donc, je vais laisser la parole maintenant à Enzo, analyste, donc CRERT, chez Datac. Et je te donne ton support. Voilà. Diaporama. Hop. Merci Xavier, merci pour l'invitation. Je t'en prie. Du coup, je vais commencer par me présenter. Enzo Morin, analyste CERT et cyberaudit chez Datac. Donc CERT, c'est Computer Emergency Response Team. Donc c'est toute l'équipe de réponse sur incident si un jour vous faites face à une cyberattaque. Donc on est un groupe d'analystes à pouvoir vous accompagner sur les différentes phases en cas d'incident informatique.
Et aujourd'hui, on va faire un petit panorama du risque cyber et aussi montrer quelle est l'importance aujourd'hui de la prévention dans le cadre de l'écosystème cyber aujourd'hui pour les différentes entreprises. Avant de commencer, on va parler un petit peu de Datac. Donc, c'est une start-up qui a été créée en 2021 par des anciens d'Alliance et de AXA qui ont vu une vraie opportunité de pouvoir se lancer dans le cyber et un vrai manque aujourd'hui par les acteurs un peu plus traditionnels du marché pour couvrir l'ensemble des risques cyber. Donc, aujourd'hui, on a plus de 2000 clients et assurés dans notre portefeuille. Sur à peu près tous les secteurs d'activité, on va de la TPE, PME à la grande ETI. Donc on couvre l'ensemble de ces secteurs d'activité qui font à peu près en chiffre d'affaires sur quelques milliers d'euros jusqu'à aujourd'hui plus d'1 milliard, 1,5 milliard aujourd'hui qui peuvent être couverts en termes de chiffre d'affaires en entreprise. On est globalement aujourd'hui courtier grossiste, donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui on ne porte pas le risque cyber, on s'appuie aujourd'hui sur des leaders du marché qui ont déjà fait leurs preuves, qui globalement nous assurent de pouvoir couvrir un maximum de profils d'entreprise et de répartir le risque aussi sur plusieurs intervenants pour éviter d'avoir juste un acteur unique qui, en cas d'instabilité, pourrait mettre en péril aussi l'ensemble des contrats d'assurance. Donc voilà, on s'appuie sur vraiment trois assureurs historiques, réassureurs aussi. Le domaine de l'assurance n'est pas forcément très simple à comprendre sur justement ce principe d'assurance. Il faut savoir que les assureurs sont eux-mêmes assurés et que, encore une fois, ces réassureurs sont eux-mêmes réassurés derrière par des plus grands groupes. Donc il y a tout un écosystème qui se met derrière pour avoir la plus grande stabilité possible en termes d'assurance. Comme le disait justement aussi Xavier, on voit une réelle évolution aujourd'hui dans le terme de la cybercriminalité aux quatre coins du monde. Donc si on refait vite fait un petit tour au travers des âges, on voit le début de l'informatique dans les années 40 avec l'arrivée et le développement entre autres avec l'armée américaine sur tous les systèmes informatiques et de communication. On voit le premier virus expérimental qui a été créé en laboratoire en 1970 qui permettait de se déployer en fait, dans un réseau, d'aller d'un ordinateur à un autre et juste de laisser un petit message sur le bureau « Hello, I am the Creeper ». C'était les premiers tests de latéralisation aussi de virus. 10 ans après, on voit les premières apparitions de virus justement plutôt malveillants avec l'arrivée des disquettes. C'est quelque chose aujourd'hui qu'on ne voit plus en entreprise ou autre, mais voilà, à l'époque, ça se transmettait aussi sur l'ensemble de ces devices un peu physiques. Et expansion de l'Internet depuis les années 90, arrivée aussi de la législation sur toute la cybercriminalité, sur toutes les réglementations, toutes les obligations. Aujourd'hui, ça paraîtrait impensable de ne pas avoir ça, mais il y a eu une époque où sur Internet, les lignes étaient un peu floues. En cas d'attaque, il n'y avait rien qui interdisait l'intrusion dans un système d'information. Là, aujourd'hui, on sait que c'est des supports qui sont ultra contrôlés, ultra rédigés, qui sont toujours actualisés pour être le plus conforme aujourd'hui sur l'écosystème cyber. Premières arrivées des cyberattaques vraiment majeures sur des gros groupes en 2010, donc avec Sony, TV5 Monde, du ransomware et du renforcement vraiment et de la prise de conscience de la cybersécurité, mais une réelle explosion de la menace à partir de 2020 avec l'arrivée entre autres du télétravail avec le Covid-19 qui a surdigitalisé l'ensemble des entreprises, surexposé aussi l'ensemble de ces entreprises qui font aujourd'hui toute face à ces menaces. Avant, en 2010, c'était les gros groupes qui étaient visés, etc. Aujourd'hui, n'importe quelle entreprise qui a une exposition sur Internet est à même aujourd'hui de pouvoir être piratée. Nous, la phrase qu'on dit toujours, c'est en cybersécurité, c'est pas « est-ce que je vais me faire pirater », c'est plutôt « quand ». Donc justement, on essaye de mettre en place l'ensemble des mesures pour faire de la prévention et de l'accompagnement aujourd'hui en cas de sinistre. Donc voilà ce qu'on disait justement sur ce moment un peu charnière du Covid-19 avec toute la dépendance et la fragilité aux interconnexions des systèmes d'exploitation et des différents environnements d'entreprise, entre le cloud, les serveurs physiques, les personnes en télétravail. C'est vrai qu'on a vraiment surexposé aujourd'hui l'ensemble de ces systèmes d'information qui complexifient aujourd'hui tout le maintien opérationnel de ces différentes infrastructures.
Pour vous donner un petit chiffre aussi sur l'année 2024, hors période Covid, les entreprises avaient 13 fois plus de chances d'être victimes d'une cyberattaque plutôt que d'un incendie ou d'une inondation. Donc ça montre vraiment, comme le disait encore une fois Xavier, que vraiment aujourd'hui c'est le risque numéro 1 auquel font face l'ensemble des entreprises. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui la cybercriminalité est en forte croissance? On a quand même 4 grands piliers, donc celui avant tout des gains importants. Aujourd'hui sur la quantité de données qui peut être dérobée, même si on parle en quelques centimes pour certains types de données, avec le volume aujourd'hui qui est généré, on arrive vite sur des milliers, voire même des millions d'euros qui peuvent être engendrés, récupérés, revendus sur les marchés un peu alternatifs. Voilà, on dit aujourd'hui des données de carte bancaire sont entre 3 et 150 $ en fonction du type de données bancaires. Données personnelles un peu moins chères, mais plus facilement aussi moins sécurisées dans les périmètres d'entreprise. Et après les cas d'espionnage qui, eux, rentrent plus dans des cas même de millions d'euros sur de l'étatique, sur de l'OIV, donc de l'importance vitale dans les différents pays. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est ultra demandé sur l'ensemble des forums. Aujourd'hui, de faibles risques. C'est vrai qu'aujourd'hui, n'importe qui aux 4 coins du monde peut décider d'accéder à un site en France, à l'étranger, etc., via Internet, avec des passerelles, des relais, etc. Donc c'est vrai qu'il y a toute cette partie anonymisation, à la fois sur les réseaux sociaux, sur les différents pays qui peuvent aussi décider de ne pas divulguer les informations de connexion sur des serveurs. Donc il y a vraiment tout ce faible risque qui est mis en avant et avant tout utilisé par les cyberattaquants pour vraiment pouvoir passer en dessous des radars. La réponse judiciaire complexe est justement des fois cette difficulté que peuvent avoir les États pour collaborer et pouvoir accéder à des serveurs physiques pour récupérer des traces. On sait qu'il y a certains pays aujourd'hui qui sont assez réfractaires sur cet échange-là, donc ce qui peut engendrer des démarches beaucoup plus longues en cas de recours judiciaire. Une expertise accessible, aujourd'hui avec l'intelligence artificielle qui est ultra utilisée en entreprise, il faut savoir aussi qu'aujourd'hui c'est le cas pour les cyberattaquants. Eux-mêmes sont en train de développer leurs agents d'intelligence artificielle pour pouvoir créer justement des ransomware ou des virus qui vont être vraiment personnalisés en un claquement de doigts et plus passer 2 mois à tout élaborer en amont. Ils ont vraiment l'ensemble de ces outils, de ces forums, de ces marchés noirs qui sont vraiment là pour pouvoir les appuyer. On parle aussi de structuration mafieuse. Aujourd'hui, il y a énormément d'entités qui sont structurées aujourd'hui comme une entreprise avec des pôles RH, des pôles recrutement, des pôles qui sont un peu spécialisés sur tel ou tel type de secteur. Donc c'est vrai qu'il y a cette aussi professionnalisation du secteur qui fait que l'expertise aussi est beaucoup mise en avant. Les cibles plus nombreuses, on en revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, sur cette surexposition auxquelles font face aujourd'hui les entreprises. Aujourd'hui, on détecte avant tout 4 grands profils d'hackers. Donc les premiers, les activistes, donc le mélange entre hackers et activistes, donc qui eux travaillent avant tout vraiment pour de l'idéologie, faire passer un message ou justement attaquer une entreprise dans le secteur pétrolier ou autre qui ont vraiment vecteur idéologique. Les groupes, on en a parlé justement, cette structuration vraiment pour l'appât du gain et vraiment juste uniquement l'argent. Tous les acteurs un peu plus étatiques, donc surtout l'espionnage. Aujourd'hui, on sait qu'il y a énormément de surveillance qui sont faites par l'ensemble des États. Ils ont chacun un peu leur pôle qui est dédié là-dessus. Et une menace interne. Aujourd'hui, n'importe qui peut venir se faire démarcher par un cyberattaquant pour faire de l'exfiltration de données, déployer un virus en interne contre de l'argent. Donc c'est vrai que cette menace aussi arrive de plus en plus. On a mis 3 grands secteurs d'activité. Donc, le Maghreb et l'Afrique surtout sur les attaques opportunistes, ingénierie sociale ou fraude financière. Ça va être aussi avec tout ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, professionnels ou personnels, entre autres l'histoire de Anne et de Brad Pitt. Voilà, donc c'est le genre de choses où on en parle beaucoup dans le cadre personnel, mais c'est aussi des choses qui arrivent de plus en plus dans le cadre professionnel avec tous les réseaux professionnels qui se développent. Europe de l'Est, plutôt mafia organisée, qui eux vont vendre de l'infrastructure et directement des ransomware ou des différents outils. Et l'Asie qui, elle, faut plus le voir comme un chalutier, qui va globalement lancer plein de petits virus à droite à gauche, comme un filet de pêche, et essayer de récupérer le plus gros nombre de poissons, un peu vraiment d'un point de vue opportuniste.
Donc, Xavier en parlait justement sur ce panorama aussi des cyberattaques. Donc on retrouve ransomware, les DDoS, le phishing qui est vraiment aujourd'hui le risque premier en entreprise exploitant la faille humaine, toutes les exploitations de failles et les injections SQL aujourd'hui sur les différents sites. Donc ça tombe aussi sur toute la notion de SecureDev et de gestion de son infrastructure. On le disait, ransomware, fuite de données, cyberfraude, vraiment qui sont sur le podium des attaques les plus récurrentes que nous on a pu observer chez Datac en 2024. Donc là on a pu voir vraiment aujourd'hui les risques auxquels font face l'ensemble des entreprises. Donc nous on apporte aussi une approche prévention et assurance, donc on n'est pas juste là le jour où il y a un sinistre, on est vraiment là aussi pour pouvoir accompagner l'ensemble de nos assurés en amont d'une attaque pour pouvoir réduire justement l'ensemble des risques auxquels l'ensemble de ces assurés font face. Donc justement, on va piloter un peu sur toutes les notions de gouvernance, d'organisation, de technologie et sur le facteur humain. Donc ça, c'est aujourd'hui tout ce qui est fait en entreprise. Et aujourd'hui, il serait impensable pour la plupart d'entre nous de ne pas avoir une assurance habitation pour s'assurer en cas de sinistre. Et bien justement, avec Datac, c'est aussi ce qu'on propose, de pouvoir assurer aujourd'hui le risque cyber, qui est vraiment le risque prédominant en entreprise. Et nous, on intervient sur l'ensemble de ces piliers en amont. Une assurance qui est proactive, donc justement ce que je disais, nous on n'est pas juste là où vous nous appelez en cas de sinistre, nous on est vraiment là aussi pour faire évoluer la maturité cyber de l'ensemble de nos assurés et leur faire vraiment prendre conscience de l'ensemble des risques auxquels aujourd'hui ils font face. On a des garanties qui sont, on va dire, assez complètes par rapport à ce qu'il y a sur le marché, sur les différentes garanties de perte d'exploitation, d'accompagnement, de communication auprès des différents acteurs. On a aussi un accompagnement d'experts, donc soit en interne, soit via notre réseau de partenaires pour pouvoir vraiment couvrir aujourd'hui un maximum de fonctions auxquelles vous pourriez être amené à nous questionner ou nous interroger d'un point de vue questionnement cyber. Aujourd'hui, nos services cyber se découpent en 5 services qui sont inclus aujourd'hui dans la prime d'assurance. Donc le premier, c'est celui de l'accompagnement cyber. C'est-à-dire si un jour vous avez une question, une réflexion sur un outil à déployer en infrastructure, en interne, des questions de formation ou autre, aujourd'hui l'ensemble de nos assurés peuvent venir nous contacter pour qu'on les accompagne et qu'on leur donne aujourd'hui l'expertise qu'on a dans les différents secteurs. Xavier en parlait justement aussi, nous dans notre prime d'assurance, le premier élément c'est celui du scan cyber, donc on va faire un audit de toute la surface exposée que vous avez sur Internet. Donc que ça soit en termes de fuite de données, que ça soit est-ce que vous avez des sites qui ne sont pas protégés avec des certificats TLS/SSL, est-ce que vous avez des vulnérabilités sur des services qui sont exposés sur Internet. Donc on va regrouper l'ensemble de ces informations à partir du nom de domaine pour pouvoir cartographier et donner un score de maturité cyber justement à nos assurés pour qu'eux puissent déjà de 1 avoir une visibilité sur l'état de l'art actuellement et s'assurer toutes les 2 semaines est-ce qu'il y a eu une évolution, une nouvelle vulnérabilité auquel ils font face. Donc ils ont ce rapport qui est généré automatiquement. Le deuxième, c'est celui de l'audit cyber. Donc c'est un audit qui est plus poussé. Justement, c'est un peu pour cartographier aujourd'hui la maturité cyber et tout ce qui est mis en place dans les différentes entreprises. Donc ça va être aussi un accompagnement sur une roadmap, par exemple en 2025, sur les grandes guidelines qui peuvent être suivies en termes d'amélioration cyber en entreprise. Donc on va passer sur toutes les notions de sauvegarde, de surveillance, de logiciels installés, de mise à jour, etc. On en parlait, pensez à mettre à jour votre Windows avant la fin de l'année. Windows 10 ne sera plus mis à jour à partir du 10 octobre. Donc comme le disait Xavier, ça fera d'autant plus de portes ouvertes pour les cyberattaquants. Troisième grand pilier, c'est celui du Scan Active Directory and Cloud. On sait aujourd'hui que ce sont des cibles privilégiées par les attaquants, contenant l'ensemble des informations un peu essentielles au fonctionnement en entreprise. Donc ça va être des briques qu'on va venir se connecter sur les clouds ou sur les périmètres Active Directory pour voir s'il y a des problèmes de misconfiguration, s'il y a des vulnérabilités qui sont aujourd'hui accessibles par un cyberattaquant. On va faire aussi toute cette cartographie qui des fois peut être un peu indigeste pour un RSSI qui va juste lancer un outil et pas trop savoir. Nous, on va pouvoir justement lui prioriser l'ensemble des actions à mettre en place en termes de sécurisation. Le dernier point, sûrement un des plus essentiels, c'est celui de la sensibilisation et de la formation humaine, donc qui se passe via des campagnes de phishing à la demande sur
pour l'ensemble de nos assurés. On a plus de 150 scénarios aujourd'hui qui sont prêts à l'usage, totalement personnalisables. Et on peut décider de le lancer vraiment à n'importe quel moment, soit en one-shot, soit étalé sur un mois, pour vraiment couvrir ce risque cyber et pouvoir donner un indicateur qui soit vraiment pertinent pour un dirigeant d'entreprise pour savoir aujourd'hui à quel point est-ce que ses collaborateurs sont sensibilisés à cet acte malveillant. On a 3 solutions qui sont en option en plus de la prime d'assurance, donc c'est celle avant tout de la formation, donc de la formation sensibilisation au phishing, sur de l'accompagnement au développement sécurisé et aux gestions d'infrastructures. Ça peut être aussi sur comment réagir en cas de cyberattaque, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place ensemble pour qu'on puisse être le plus proactif possible. Aussi les tests d'intrusion qui vont vous donner à un instant T une idée des chemins qui pourraient être utilisés par un cyberattaquant. Et la troisième option, c'est celle de la solution MDR, donc pour Manage Detection and Response. C'est globalement de l'EDR managé. Donc ça veut dire qu'on va avoir des équipes en partenariat avec Datac qui vont faire de la surveillance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 de l'ensemble des postes utilisateurs et serveurs pour être vraiment le plus vigilant et le plus en alerte d'un point de vue de cybersécurité. Vite fait, petit processus en cas d'incident, et puis après je laisserai la main à Frédéric. Donc vraiment, vous intervenez aujourd'hui sur la première brique, qui est celle de l'identification et du signalement. Donc ça passe sur un mail de phishing où vous auriez rentré un identifiant et un mot de passe. Ne pas avoir de honte à le remonter. Plus tôt c'est remonté, plus tôt la menace peut être endiguée et contenue sur le périmètre informatique. On sait aujourd'hui que c'est les 10-15 premières minutes dans le cas d'un phishing qui permettent à un attaquant d'avoir de la persistance aujourd'hui sur vos comptes ou même dans le réseau informatique. Donc c'est vrai que cette réactivité aujourd'hui est essentielle provenant de l'ensemble des acteurs en entreprise. Nous, on arrivera sur la partie de contenir la menace avec donner toutes les bonnes recommandations à mettre en place justement pour pouvoir éviter la propagation d'un virus ou d'un attaquant dans un réseau informatique. Après, on arrivera justement sur toute la partie d'analyse de l'incident, comprendre qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que des données ont pu être récupérées au fur et à mesure de l'attaque avec l'attaquant, est-ce qu'il n'a pas laissé d'autres supports pour se reconnecter. Donc ça, nous, on va faire toute cette partie vraiment d'analyse. On va accompagner aussi les équipes IT de l'entreprise pour toute la partie remise en place des sauvegardes, d'où l'importance aussi de ces sauvegardes qui permettent d'éviter de repartir à zéro. Nous, on va faire tout l'accompagnement sur la remédiation et la reprise d'activité le plus rapidement possible avec les équipes IT. On va aussi accompagner les dirigeants de l'entreprise dans leur partie de communication et de sensibilisation auprès des collaborateurs, mais aussi auprès des partenaires et des différents clients en cas de vol de données. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en cas de vol de données, il y a une notification qui est obligatoire à la CNIL, donc la Commission nationale d'informatique et des libertés. Justement, sur tous ces vols de données, il y a 72 heures pour pouvoir le faire. Ça fait partie des prérequis aujourd'hui qui sont obligatoires pour pouvoir être couverts aujourd'hui en assurance. Donc justement, on va faire toute cette partie d'accompagnement. Et après, amélioration continue et prévention, justement, quelles sont les briques supplémentaires d'un point de vue cyber qu'on aurait pu mettre en place pour justement éviter que cela se reproduise à nouveau en entreprise. Aujourd'hui, on a une hotline qui est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, justement sur cette partie réponse sur incident qui est sans franchise. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos assurés peuvent nous appeler et même en cas de faux positif, ils ne seront pas surfacturés justement de cet appel. Aujourd'hui, ça fait partie de leur prime d'assurance. Donc voilà, en fonction du plafond aussi qu'ils ont mis en place, on va les accompagner pour que ça puisse le mieux coller et ne pas faire de surfacturation sur des choses qui ne seraient pas utiles d'un point de vue cyber ou analyse. Voilà, donc vraiment cette hotline qui est couverte est totalement disponible en permanence pour l'ensemble de nos assurés. Merci pour votre écoute. Je pense que Frédéric va refaire un petit tour aujourd'hui sur l'état de la menace et il viendra compléter l'ensemble des éléments que j'ai pu vous apporter. Merci. Parfait, merci Enzo. Je peux passer ton micro. Oui. Micro. Hop, on va passer donc à un nouveau support. Voilà.
Merci Xavier. Attends, hop, ça revient. C'est bon, Super. à ton tour. Merci, bonjour à tous. On va parler de la menace cyber, mais la menace cyber du moment. Ce qui se passe en ce moment dans le monde numérique, du point de vue cyber. Petite présentation rapide, très rapide sur Honda. On est également un assureur cyber. On peut appeler coursier grossiste. On appelle ça MGA parce que c'est le monde anglo-saxon qui a sorti ce concept. Donc Managing General Agent, c'est tout comme un assureur. Simplement, ça n'a pas la capacité. La capacité d'assurance est portée par ce qu'on appelle un capacity provider, donc un assureur qui a cette capacité financière. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on n'a plus l'écran? Ok. Sur la première prise n'était pas bonne, on va la refaire. Ouais. Dans le câble, non, là c'est bien. J'ai essayé de le remettre. Ouais. Bon, excusez-nous pour ce petit léger contretemps technique. Frédéric, d'où viens-tu? Oui, exactement. Donc je suis le DG de Honda en France. Et je suis également le responsable, je fais toute la modélisation pour le groupe Honda. Vous allez voir, on est en France, en Angleterre, au Royaume-Uni. On a commercialisé dès 2022. Enfin, on est arrivé, on a ouvert la boîte en 2022 et on a donc commercialisé les premiers produits en septembre 2023. Donc je m'occupe de la modélisation, donc des prix, comment on caractérise un risque cyber, quelles sont les bonnes questions à poser et quelle est l'influence sur la prime et sur l'acceptabilité du risque. Donc voilà, je fais ça. Et puis en France, petite opération. Alors mon background, petite opération commerciale, hein, évidemment. On fait à peu près la même chose, mais il y a des petites différences que je vais expliquer très rapidement juste après. Et mon background, ça c'est juste hors caméra. Je suis ancien militaire, donc j'étais sous-marinier avant. Voilà. Donc rien à voir. Mais déjà du risque opérationnel. Voilà, donc j'ai fait toute ma carrière dans le risque opérationnel. J'étais ingénieur nucléaire à bord des sous-marins, donc je pilotais ça. Et ensuite, après avoir passé 16 ans dans la marine, sous l'eau, enfin pas tout le temps sous l'eau, j'ai rejoint l'assurance parce que la passerelle se fait bien en fait, le risque. Voilà, il y a du risque là aussi. Bon, allons-y. Et à Londres, où j'avais été envoyé en étant envoyé dans les premiers qui étaient allés à l'OTAN. Donc je suis arrivé à Londres, je suis rentré dans l'assurance nucléaire, normal un peu. Et puis là-dedans, je suis passé d'ingénieur à faire le tour des centrales partout dans le monde, et je suis passé à la souscription. Donc, et puis c'est là que j'ai commencé à faire les modèles aussi de prix pour l'assurance nucléaire. Voilà. Donc j'étais chez le leader mondial de cette assurance nucléaire civile. Et puis voilà, puis derrière, j'ai développé des nouveaux produits pour l'industrie nucléaire, nouveaux produits d'assurance, dont le produit cyber à partir de 2015. Donc quand je suis revenu après le Brexit en France en 2018, ça m'a semblé naturel de continuer dans le cyber parce que c'est un marché hyper dynamique, qu'il est toujours, qui a évolué. Les polices, elles, n'ont pas beaucoup évolué, hein. On est sur un standard aujourd'hui. Ce qu'a expliqué Xavier, c'est tout à fait ça, quoi. On a quelque chose d'assez statique. Après, on améliore telle ou telle garantie, mais il n'y a rien de... C'est bon. Eh ben on y va. Donc, OK. Donc, Honda. Qui est Honda? Donc, Honda, c'est un assureur, un peu comme d'Attaque, du coup, parce que c'est un MGA, un Managing General Agent, donc comme un coursier grossiste. On a tout de l'assurance, on a notre propre tarificateur, nos propres critères d'évaluation, nos propres polices. Donc, on fabrique tout ça. Mais la différence, c'est que la capacité d'assurance, ce n'est pas la nôtre. Acteur indépendant, puisqu'on a vraiment le contrôle sur tous nos outils. Et on a levé 35 millions de dollars en 2022 en pré-série A, ce qui nous a permis de nous lancer commercialement en France et en Angleterre et au Royaume-Uni en 2023, après avoir développé ces produits. Toute la technologie est propriétaire sur la télémétrie interne, non intrusive, et sur le scan externe
Parce que là aussi, on propose des choses assez similaires. Alors, je pourrais vous dire aussi également qu'on a la meilleure couverture, les meilleures garanties, la meilleure scan, tout ça. Alors, je ne vais pas le faire. Je vais laisser pour les garanties le soin au courtier de vous dire, de dire aux entreprises ce qu'il en est, si le meilleur rapport qualité-prix, il est là ou là ou là. Et puis, en ce qui concerne l'évaluation des risques, qu'est-ce qui est capable de faire le scan externe, ce qu'il peut voir, l'empreinte numérique, la télémétrie interne, est-ce que c'est vraiment efficace, qu'est-ce que ça marche bien. Également, on a un volet intelligence des menaces, avec une grosse force de R&D en intelligence des menaces de notre côté. Là, c'est les entreprises et surtout les responsables informatiques des entreprises qui, eux, vont pouvoir dire, ou les consultants en sécurité informatique vont dire, voilà, c'est clair, ça c'est bien, ça un peu moins. Donc je vous ai dit, équipe aux USA, on va se lancer bientôt aux USA, au Royaume-Uni, en Irlande, on a des techs en Irlande et en France. La capacité de couverture derrière, c'est Lloyds, des syndicats de Lloyds, par l'intermédiaire de Lloyds Bruxelles, donc une capacité qui est extrêmement solide, la capacité la plus solide dans le monde. On va parler de chiffres, parce que j'aime bien illustrer le risque cyber avec des chiffres. Voilà, avec des chiffres assez frais, parce qu'il y a un rapport là par exemple qui est sorti il y a 9 jours, qui est super intéressant, qui fait référence. Déjà, hop, tiens, cette animation, on aurait pu s'en passer pour arriver directement à ça. Donc ça, c'est juste pour avoir une progression typique d'un incident. Donc là, c'est en jours. En général, on découvre un incident en médiane. C'est des valeurs médianes, là. C'est important de souligner. Valeurs médianes. C'est pas une moyenne. La moyenne, en général, elle est beaucoup plus importante. Donc on travaille ici sur les médianes. Donc on découvre l'incident au bout de 3 jours en valeur médiane. La négociation, elle va avoir lieu pendant 12 à 15 jours après la demande. On va avoir une investigation numérique, ce qu'on appelle les forensics, investigation numérique, qu'est-ce qui s'est passé, qui va durer à peu près, en médiane, 26 jours. Puis va arriver une possible notification à la CNIL, et tu nous en as parlé tout à l'heure. Donc la première notification préliminaire, elle est à 72 heures. Celle qu'on doit faire si on a un doute sur une éventuelle fuite de données significative. Après, par contre, il y a une notification qui peut intervenir plus complète, qui interviendra plus tard. Et la notification entière qui arriverait derrière s'il y a une fuite de données, donc elle se fait en général en valeur médiane à 63 jours après la découverte de l'incident. Et puis ensuite, il y a tous les aspects légaux. Les aspects légaux, ça peut prendre beaucoup plus de temps, puisque évidemment, après, les tiers vont être informés, ils vont éventuellement faire réclamation, etc. Je voulais juste attirer votre attention sur une chose là-dessus. La communication, la gestion de la réputation fondamentale, et ça doit commencer dès le début. On le voit, il y a des grosses différences dans la manière de communiquer. Il y a donc, c'est pas pour faire du name and shame, mais il y a une différence de communication entre la crise, par exemple, d'Indigo en ce moment. La communication est très claire, très transparente, très tôt, et la crise d'Harvest, qui par contre était, elle, décalée dans le temps, n'est pas arrivée tôt, et voilà. Donc je ne m'étendrai pas plus là-dessus, c'est juste pour vous donner 2 exemples. Coût moyen d'une investigation numérique, en général, là c'est une valeur médiane, 41 000 $ sur un rapport américain. Donc ça c'est les chiffres pour les US seulement, hein. On n'a pas les chiffres pour la France. S'il y avait une intrusion au réseau, évidemment c'est un peu plus cher, 70 000. Et l'importance de l'EDR, d'avoir un EDR en place. Un EDR, c'est l'antivirus intelligent, hein, c'est Endpoint Detection and Response. Donc, si on a un EDR en place avant qu'arrive l'attaque, eh ben, on a tous les moyens pour ensuite faire de l'investigation et scanner le réseau de manière efficace. Donc, en général, les coûts de détection, d'investigation numérique sont de 40% inférieurs. Et l'investigation va être en temps de 15% inférieur. Voilà pour quelques chiffres sur le déroulement d'un sinistre, d'un incident et la manière d'y répondre. Alors nous, on n'a pas internalisé notre capacité de réponse. On s'appuie sur des acteurs mondiaux avec leurs bureaux français. Alors ça a des avantages et des inconvénients. L'inconvénient, bien sûr, c'est toujours mieux d'internaliser, parce que ça permet de réduire les coûts. Et on peut penser plus réactif aussi, puisque c'est dans notre intérêt que ça aille le plus vite possible pour réduire les coûts. L'avantage de passer à quelque chose d'externalisé et d'utiliser des acteurs mondiaux, c'est que ces acteurs, ils ont une présence dans quasiment tous les pays où il y a des ordinateurs, quoi. Kennedy's, par exemple, ils sont présents dans 160 pays.
Donc vous êtes sûr d'avoir une équipe, si ça se prolonge en Italie, sur une filiale italienne, vous avez des gens qui vont pouvoir réagir. Là, vous avez un panorama d'acteurs qui sont excellentissimes, chacun dans leur domaine, dont il y a 2 grands acteurs pour la négociation de rançon, par exemple, qui sont Coverware et Arrête. On parle anglais dans les négociations de rançon, donc c'est pas là, pour le coup, ce n'est pas un problème, le français. Et ces acteurs donc, sont là pour le panel du premier produit qui s'appelle Honda Plus, les entreprises jusqu'à 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et le deuxième panel, qui est pour le produit qui s'intéresse aux entreprises de taille intermédiaire, jusqu'à 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Donc on est capable d'assurer les entreprises jusqu'à 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Vous allez trouver donc Honda X, le nom du produit, et là vous allez trouver Coverware, qui est le leader dans la négociation des rançons. Voilà, vous avez du beau monde là-dedans. En tout cas, le client a le choix, et c'est pareil, chez nous aussi. Quand on veut une réponse à incident, c'est vraiment une approche mondiale assistance, on va dire. C'est sans franchise. Le client, en plus, déboursera rien de sa poche. On avance, c'est nous qui allons payer directement les intervenants. Il a le choix dans tous ces intervenants, mais on va lui donner des conseils. On étant le gestionnaire de crise, qui là, par exemple, sur ce produit, va être Kennedy's Crisis, donc des gens à Paris qui ont l'habitude de traiter plein d'incidents. Et donc j'ai dit, pas de franchise, pas d'avance de frais, pas de limite de temps, aussi longtemps qu'on veut, et pas de sous-limite, c'est le plein de garantie qui pourrait être appelé pour ce genre de choses. Bon, on va passer aux incidents types. Alors les pays impactés, on voit avec 2 sources, ici, là c'est pour l'Europe, on voit que l'Angleterre, en orange, là, est le pays le plus impacté, puis on vient juste derrière. Maintenant, si on veut regarder dans le monde quels sont les pays les plus impactés, mais là c'est sur la base de fuite de données, parce que la source c'est Experian, et Experian est un gestionnaire, un notificateur de fuite de données. Les 5 pays les plus impactés, vous allez sans trop de surprise voir USA, Angleterre, enfin Royaume-Uni, Canada et Australie, mais également Mexique. Voilà. Les secteurs impactés. Alors là, on retrouve effectivement le secteur de healthcare, donc la santé. Et ça, c'est le cas depuis de nombreuses années. La santé est vraiment le secteur le plus impacté. Bon, les données, elles ont de la valeur, et puis ça se voit parce que les hackers, ils aiment bien aussi que ça se voit quand ils interviennent, avoir une sorte de vitrine. Pour le healthcare, c'est pas mal. Pour ça aussi qu'ils vont attaquer des entreprises publiques, pour avoir une vitrine, parce qu'ils savent que ça se voit tout de suite. Après, ils font de l'argent en parallèle. Sinon, les 2 autres secteurs qui viennent juste derrière, finance, assurance, business et business services, les services aux entreprises. Donc là aussi, rien de surprenant, je pense. Mais voilà, on a ce. Alors, ça c'est intéressant aussi là, parce qu'on a une source. Donc on a je vous ai dit en intelligence des menaces, on a beaucoup de R&D. On a ce qu'on appelle le Honda Threat Lab, et tous les mois, on sort un bilan global, mondial, sur quelles sont les entreprises qui ont été impactées, dont on a discuté sur le Darknet, qui ont été tapées. Ransomware Junctions. Et donc là, on a une vision qui est, là, on a une vision sur les entreprises attaquées, mais vraiment au sens large. On n'est pas seulement sur une population liée à un provider et à son expérience. Voilà, donc là, on retrouve à peu près les mêmes pourcentages, en tout cas les mêmes tendances. Je vais passer sur la taille des entreprises impactées. Donc on voit que ça peut concerner un peu toutes les tailles d'entreprises, de 1 à 10 millions d'euros de chiffre de dollars. Là, la source est US, Baker Holsterler, le rapport qui vient de paraître. Bon, on a 12%, puis en haut, il y a les grosses entreprises de plus de 5 milliards de dollars de chiffre d'affaires, elles sont à 12%. Bon, 15%. On ne peut pas vraiment dire grand-chose de ça. Parce qu'en fait, un chiffre comme ça donne juste le nombre d'attaques dans telle catégorie. Mais ça ne donne pas une fréquence. Ça ne donne pas une fréquence dans une population. Donc, si on voulait l'utiliser derrière pour faire de la modélisation, il faut connaître la taille de la population. Et c'est également quelque chose que je voudrais souligner, c'est qu'il faut toujours se méfier des chiffres. Il faut dire de quoi on parle. Est-ce qu'on a défini la taille de la population? Est-ce qu'on parle, je l'ai dit tout à l'heure, d'une médiane, d'une moyenne? Est-ce qu'on a éventuellement éliminé un outlier,
De temps en temps, on peut avoir une demande de rançon, par exemple, qui est à 20-30 millions, alors que toutes les autres vont se retrouver plutôt vers 1-2 millions. Voilà, donc avoir un esprit critique par rapport aux données, c'est toujours important. Donc là, typiquement, moi, je ne peux rien en faire de ça. Parce que je ne sais pas si ici, il y a dans le panel, il y a en fait 10 compagnies qui auraient pu être attaquées. Dans ce cas-là, 12%, c'est beaucoup. Alors que là, il y en a peut-être, je ne sais pas moi, 500. Donc 15%, voilà ce que je voulais signaler. Donc on peut juste tirer comme conclusion de ça que, bon, a priori, il n'y a aucun segment en taille d'entreprise qui est totalement à l'abri des attaques cyber. Voilà, pas plus. Type d'incident commun, je ne reviendrai pas là-dessus. Enzo, tu en as parlé tout à l'heure. Bon, les plus importants, surtout ce qui est intéressant, c'est les classifier. Voilà. Et en gardant les plus importants. Alors, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Le ransomware, ça reste l'attaque numéro 1. 60% à peu près des attaques. Maintenant, c'est en diminution. Hein. Diminution forte, 25% des attaques diminution des attaques par ransomware en 2024 par rapport à 2023. On en parle juste après. Les compromissions de boîtes mail, 31%. Facile de rentrer aussi. Ça aussi, ça se fait bien. Et oui, et si on veut faire de la fraude, c'est quand même un bel outil de rentrer dans la boîte mail. L'erreur humaine, 7%. Bon, il faut regarder dans sa police d'assurance, est-ce que ça couvre bien l'erreur humaine? C'est toujours intéressant. Ce n'est pas le risque principal, mais néanmoins, ça peut arriver. Le card skimming, 3%, bon, ça c'est quand c'est plus anecdotique, mais c'est quand on se fait pirater sa carte qui est ensuite copiée, etc. On ne va pas rentrer là-dedans. Donc, et d'ailleurs, c'est pas, pour le coup, ça va être plus un problème de particulier qu'un problème d'entreprise. Les pourcentages ici, vous voyez, d'une source, c'est Kennedy's, qu'on utilise donc comme coordinateur d'incidents pour le produit entreprise de taille intermédiaire, sont à peu près équivalentes à une autre source, donc Baker Hostetler, qui est également un coordinateur d'incidents. Hein. Donc on se retrouve dans les mêmes eaux, 59%, là on avait 60% pour le déploiement de ransomware. Voilà. Et là, le 31%, on doit également le retrouver quelque part. Oui, on le retrouve là-bas, exactement le même pourcentage. Pourtant, il n'y a pas de rapport parce que ces sources-là, elles datent de mars. Elles ont été éditées en mars, alors que ce rapport a été édité le 15 avril. Donc, compromission de boîte mail, 31%. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? On va essayer de prendre un petit peu de perspective. Bon, ok, on détourne le compte email d'un employé. Le but, c'est de récupérer, de faire des détournements de paiement, lancer des campagnes de phishing aussi derrière, qui peuvent être intéressantes pour justement installer éventuellement un malware. Problème typique, l'entreprise va perdre de l'argent. En général, la médiane, c'est 130 000 $ aux USA. En 2024, 130 000 $, la valeur moyenne d'un transfert frauduleux. Médiane, 130 000 $. C'est très forte augmentation par rapport à 2023. Plus 211% de cette valeur médiane entre 2023 et 2024. Donc la fraude, c'est à fond. Ça a été décuplé. Les chances de récupérer les fonds sont faibles, moins de 30%, en fait, c'est peut-être même encore moins. Je vais vérifier ce chiffre d'un rapport de Baker Hostetler. Problème de réputation, évidemment, comme toujours, un problème de réputation. Données sensibles dans la boîte mail, problème de réputation. Quand un fournisseur, on était censé payer un fournisseur, on ne l'a pas payé au bon endroit, etc. C'est sûr que c'est pas top. Données sensibles dans la boîte mail vues ou synchronisées par l'acteur malveillant, évidemment, c'est également l'occasion d'aller récupérer des données intéressantes qui peuvent être éventuellement revendues. Incident ransomware. Donc, bon, là, comment on s'infiltre? On s'infiltre de diverses manières. Ça peut être par phishing. On reçoit un mail qui ressemble étrangement super bien à un mail qu'on attendait. Et on clique dessus, on ouvre la pièce jointe, ça amène sur un lien, hop, on arrive sur une page web qui ressemble aussi étrangement à une super page web. Bref. Les ports RDP, donc Remote Desktop Protocol ouverts, ça aussi c'est un grand classique qu'on vérifie bien sûr et qu'on alerte les clients quand il y a ça, quand il y a des ports RDP ouverts, ce genre de ports ouverts, et les vulnérabilités logicielles, bien entendu. Maintenant, pour rentrer chez un client, ça devient presque superfétatoire de parler de tout ça parce qu'il y a tellement de credentials, de login et de mots de passe qui circulent que
s'il n'y a pas de double authentification, c'est quasiment gagné pour un hacker. Il peut rentrer très facilement dans l'environnement d'une entreprise en connexion à distance. Donc, il y a une augmentation des événements ransomware avec une seule exfiltration de données. Oui, parce qu'historiquement, on cryptait les données. Le hacker rentrait et cryptait les données. Ensuite, on a eu de la double extorsion. Le hacker disait, payez-moi une rançon, pas seulement pour déchiffrer les données maintenant, mais également pour les déchiffrer et également pour éviter que je fasse fuiter ou sur Internet, que je fasse fuiter toutes ces données volées, compromettantes, personnelles, confidentielles. Et les hackers sont allés plutôt sur la seule exfiltration de données. Ils se sont rendus compte que finalement, ça ne sert pas à grand-chose, enfin moins. Les entreprises se sont préparées, elles ont des sauvegardes, elles ont mis en place des garde-fous, elles sont meilleures, plus résistantes pour le chiffrement de données. On dit, c'est pas grave, j'ai les sauvegardes, je redémarre. Voilà. Et de temps en temps, de toute façon, ça peut mettre autant de temps quand on récupère le déchiffreur, autant de temps pour repartir que si on l'avait pas eu. Parce que de toute manière, il faut quand même vérifier qu'il n'y a pas le ransomware qui s'est tapis dans un coin et qui va revenir, ou une backdoor qui est restée dans le réseau. Donc, les hackers, ils sont dans une recherche de retour sur investissement. Donc, le plus simple, on récupère les données, on fait de la menace comme ça, bam, et on y va. Évidemment, ça, au niveau réputation, c'est pas top. Mais d'un autre côté, on va en parler après. Maintenant, on sait qu'une entreprise peut se faire avoir. Il y a moins ce sentiment de name and shame quand on se fait attaquer. Ce qui est plus important, c'est surtout de bien gérer sa communication de crise. Ça, pour la réputation, c'est fondamental. Je passe plus vite. Panorama des groupes d'acteurs malveillants. Bon, juste pour dire, les good old days, avant, il n'y avait pas tant de réseaux qui avaient pignon sur rue. Même si c'était rare qu'un réseau reste tout en haut de l'affiche pendant très longtemps, dans le top 5, on va dire, pendant de nombreuses années. Le seul qui avait réussi vraiment à rester durant le top 5 pendant 5 ans, c'était Logbit. Logbit a été démantelé en février 2024, donc feu Logbit. Maintenant, c'est une constellation. Bon, il y a les forces de l'ordre qui sont beaucoup plus actives et qui ont de belles réussites, Logbit en étant une, et ensuite ils ont continué à démanteler certains réseaux. Mais on a un vrai éparpillement. Si on veut vraiment suivre cet écosystème, il faut faire une thèse. Il faut faire que ça, en fait. C'est un travail à plein temps. Donc, c'est également plus difficile pour les entreprises forensics pour savoir quelles sont les tactiques employées par tel ou tel attaquant. Une fois qu'on a repéré des signes, oui, ça ressemble plutôt à ça, on l'a déjà vu là. Également pour les négociateurs. Parce qu'il faut savoir, si je paye la rançon, est-ce qu'on va vraiment m'envoyer la clé de déchiffrement? Est-ce qu'on va vraiment ne pas communiquer, diffuser les données qu'on m'a volées? Ça, c'est fondamental. Très compliqué. Tactique évolutive. Donc, utilisation d'outils de data mining, ce que font l'IA et le data mining. Voilà. Les hackers, eux, ils veulent utiliser aujourd'hui des outils d'IA, on va en parler très très vite aussi, parce que ça favorise, ça facilite leur travail. Ça mécanise, ça automatise beaucoup de tâches. Ça accélère tout ça. Les attaques exfiltration seules, on en a parlé, donc c'est la grande tendance pour le ransomware. Il y a une plus grande surface d'attaque, on va en parler aussi, évidemment, des acteurs de partout, vous êtes connectés au cloud, vous avez 40 prestataires qui font différentes choses pour vous sur des infrastructures de software as a service. Plus d'acteurs isolés, aussi un risque. Maintenant, on voit des acteurs isolés qui se présentent comme des hackers éthiques, en fait, qui ne le sont pas vraiment. Et l'agression est accrue. Parce que les menaces, par exemple, sont allées jusqu'à dire « Attendez, si vous ne me payez pas la rançon, moi, je vais vous dénoncer aux autorités. » quoi. Ce qui est quand même complètement dingue. Voilà, c'est normal, c'est le jeu. C'est comme ça que ça marche. Intéressant de dire que le paiement des rançons est en baisse à la fois dans le montant et à la fois dans le nombre d'entreprises qui finalement, le pourcentage d'entreprises qui vont payer la rançon après avoir une demande de rançon. Donc, plus bas absolu en Q4 2024 dans le monde. Pour Coverware, on a eu seulement 25% des entreprises qui ont payé une rançon après la demande. On venait de 36%, vous voyez. La raison, bon, soit j'ai payé la rançon pour déchiffrer, 43%, pour éviter une fuite de données, 34%, donc ça c'est hétérogène. Soit les deux, 23%. Alors,
pourquoi on payera moins de rançons, moins souvent les rançons, et qu'on en paye moins? C'est que, en fait, l'exfiltration des données seule va changer la stratégie. Quand on est vraiment la seule solution qu'on ait au niveau de son entreprise, son activité, c'est de payer la rançon. Sinon, on met la clé sous la porte. C'est sûr que là, on est un peu motivé pour payer la rançon, quoi. Quand c'est de l'exfiltration de données seules, on est plus sur la communication, et la communication avec le public, la communication avec les individus dont les données ont fuité, avec les fournisseurs, etc. Et puis, il y a une acceptation par le public, je disais tout à l'heure, que le risque cyber, il est là, que se faire attaquer, ça arrive, et il n'y a pas de raison de considérer que l'entreprise ne vaut rien si elle a été attaquée. Voilà. Et l'engagement des forces de l'ordre s'améliore, je l'ai dit également, ça mène à une diminution de la fréquence et du paiement de rançon. L'IA, 2 mots sur l'IA. On a seulement un petit nombre d'incidents qui impliquent vraiment l'utilisation d'IA, mais c'est en augmentation. En tout cas, les hackers discutent beaucoup sur le Darknet sur des techniques pour automatiser certaines tâches dans la reconnaissance du réseau, pour les attaques par brute force, etc. Comment récupérer toutes ces données, on parlait de data mining, comment récupérer toutes ces données, tous ces mots de passe et automatiser ça pour l'utiliser en reverse brute force, par exemple, quand on a le mot de passe, mais on ne sait pas à quel collaborateur il correspond. Voilà. Donc tout ça peut être automatisé. L'inquiétude croissante dans la communauté cyber sur l'utilisation de l'IA, oui. C'est sur l'IA en ce qui concerne la fraude, là encore. Le deepfake, donc il y a eu cet exemple là à Hong Kong là, où 25 millions de dollars avaient été payés suite à une vidéo prétendant d'une personne en Teams prétendant être le chief financial officer de l'entreprise. C'était du deepfake vidéo, deepfake audio beaucoup plus répandu. C'est effectivement, de toute manière, l'IA va permettre de rendre encore plus crédibles des choses qui étaient déjà très crédibles. Quand on voit qu'on est capable, l'IA peut, c'était une dernière tendance il y a 2 semaines, générer un reçu de facturette pour le faire passer à sa comptabilité pour se faire rembourser quelque chose, un repas qu'on n'aura jamais pris, parce qu'on a dépensé l'argent ailleurs. C'est devenu complètement dingue. La fraude interne d'ailleurs, faites très attention, l'IA favorise aussi et est également un vecteur de fraude interne. Et quand les employés sont formés également à l'utilisation, on va dire, éthique, enfin je veux dire l'utilisation des outils de l'IA, mais de manière raisonnée, etc., et responsabilisée, ils apprennent également à utiliser l'IA, et donc on peut avoir des retours de bâton. Bon, c'était juste une parenthèse. Bon, bref, tout type de sanction peut être utilisé, de sanctions de motifs de... Comment exprimer ça? Whatever. Je veux dire, on peut utiliser tout type d'approche, les hackers, pour faire finalement chanter, voilà, de chantage, c'était le mot. Pour la téléphonie peut-être ? Non, c'était je cherchais le mot chantage, je ne le trouvais pas. Donc les attaques via les fournisseurs, c'est en augmentation très forte. Oui, ça c'est la grande tendance qui se prolonge. Hein. C'est une tendance elle vient pas d'hier. Mais évidemment, on est de plus en plus connecté. Une entreprise va utiliser énormément de plus en plus de fournisseurs. On externalise les fonctions. Parce qu'évidemment, chaque métier, c'est un métier d'expert. Quand on n'a pas forcément le meilleur outil de marketing. On ne va pas développer 30 millions son propre outil de marketing, alors qu'il y a des gens très très bien qui le font eux-mêmes. Donc on va se connecter en mode SaaS, et puis également on va héberger des données ici, on redonde les données. Bref, on a des fournisseurs dans tous les coins. Ça, c'est des interconnexions directes, par API, etc. Donc ça crée autant de vulnérabilités qui sont potentiellement exploitables par les hackers. Voilà. Et certaines donc, peuvent même avoir des points de défaillance uniques. Il y a un fournisseur, si le fournisseur s'arrête, l'activité s'arrête. Et je vous invite aussi à réfléchir à une chose, c'est que les fournisseurs eux-mêmes sont dépendants d'une seule chose, c'est l'électricité. Si un data center, c'est très énergivore. Vous savez, donc, si vous n'avez pas une bonne gestion de cette électricité et que l'électricité n'arrive pas à bon niveau, on va dire, bon voltage, bon ampérage vers ce data center,
là, vous avez un risque extrêmement critique sur donc toute l'infrastructure, sur l'économie d'un pays en général. C'est là le vrai enjeu aussi. Phénomène. Donc, je conclurai juste en disant une seule chose. Si j'ai qu'un seul conseil à donner en termes de cybersécurité, il est super simple. Ça, ce n'est pas encore fait par toutes les entreprises. Installer la double authentification pour toutes les connexions à distance et également, si possible, pour les comptes à privilèges dans l'entreprise. Ça permet d'enlever, d'après Microsoft, sur 365, 99,2% des compromissions de comptes. Voilà. Je pense en avoir terminé. Je vous remercie. Bravo. Merci Frédéric. Écoute, c'était très complet comme présentation. Donc vous avez vu, hein, c'est un métier d'expert. C'est pour ça qu'il faut bien préparer tout ça. Alors on a un dernier intervenant qu'on va aller chercher en visioconférence. Je vous demande juste 30 secondes. Donc c'est Kamae, le CEO, Xavier Ploquin. Où est-ce que je vais le retrouver? Xavier, est-ce que tu nous entends? Yes. Super. Bon, bah écoute, on est un petit peu en retard sur le timing, mais on te laisse la parole. Ça marche. Alors, hop, est-ce que tout le monde me voit et m'entend bien du coup? Super, tu es sur grand écran. Ok, d'accord. Super. Alors, j'ai essayé de mettre un petit fond Street Fighter 2, mais je ne sais pas si ça rend bien sur le fond. C'est super. C'est tac. Bon, bah, très heureux d'être là. Du coup, bonjour à tous. Je suis Xavier, je suis CEO cofondateur de Kamae. Nous, on est une plateforme qui va faire de la formation et de la sensibilisation en utilisant la gamification pour créer de l'engagement, créer de bons réflexes chez les utilisateurs. Pour vous présenter un petit peu, alors je ne vais pas trop parler, je pense que c'est dernière passée, c'est ça, Xavier? Excuse-moi, j'ai pas entendu. C'est dernière passée, donc je pense qu'il faut vérifier. Oui, tu as 10 minutes. Ça va aller assez vite. Du coup, pour me présenter un peu plus, je suis du coup CEO et cofondateur de Kamae. Moi, j'ai fait, avant de fonder Kamae, 10 ans de pen testing, donc 10 ans de hacking légal, je précise. Voilà, pour pas qu'il y ait de quiproquos, donc de hacking légal avant de fonder Kamae. Sur un plan plus personnel, je suis un ancien pratiquant d'arts martiaux en compétition. Comme vous n'avez jamais entendu mon nom, ça prouve que j'étais pas très bon pratiquant d'arts martiaux en compétition. Et puis je suis un ancien gamer, alors j'ai 36 ans, donc les jeux auxquels je jouais, c'était des jeux hyper pixelisés qui faisaient mal aux yeux. Mais je continue toujours à titiller un peu mais dans le monde réel, avec plutôt du Warhammer et du Magic, pour ceux qui connaissent. Pour vous parler un peu de Kamae, je vais vous présenter l'écran. On va partager par mon écran. Hop. Allô. Est-ce que l'écran se partage bien de votre côté? Donc je n'entends pas. Oui, c'est bon. C'est bon, je ferme juste une petite fenêtre. C'est bon, on voit tout. Ça va. C'est parfait. Du coup, nous, on est Kamae, on est un cyberdojo, c'est comme ça qu'on se définit. Kamae, c'est un mot japonais qui signifie la position de garde en art martial. Et nous, ce que je disais, c'est qu'on va utiliser une méthode très particulière pour former et sensibiliser tous les collaborateurs. Ça va être la gamification. Alors, avant de parler peut-être de comment on le fait, moi, je trouvais ça intéressant de revenir sur les grandes menaces cyber. On va aller assez vite dessus. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir en quoi l'humain va vraiment avoir un rôle primordial pour arrêter ces attaques. Et souvent, il en est aussi responsable. Il y a plusieurs types de menaces. On va commencer par celle qui arrive malheureusement de plus en plus souvent avec l'IA, qui est la fraude financière. Alors, fraude financière, je ne parle pas du prix du nouveau Mario Kart, je parle vraiment de l'attaque, surtout qu'on appelle le fraude au président, du coup, qui va en fait consister à appeler l'un de vos collaborateurs en se faisant passer pour vous, ou appeler
Carmina, aujourd'hui, la connue, celle qui a eu le plus d'impact, c'était une attaque il y a un an et demi, qui est arrivée à Hong Kong. Il y a un banquier qui a reçu une invitation. On a branché sur courant et je crois qu'il a assez. Ça a sauté, mais on a un petit saut d'image, mais c'est bon, c'est revenu. C'est revenu, je m'étais arrêté, on a une connexion pas terrible aujourd'hui, je suis désolé. C'est bon, c'est revenu. Bon, donc, je parlais de l'attaque qu'il y a eu à Hong Kong, qui était du coup une attaque au fond du président. Donc la personne se connecte sur Teams, elle voit tout son COMEX, elle voit son CEO qui lui demande de faire un virement de 25 millions de dollars en lui mettant la pression. Bon, il le fait, il s'est avéré que tout le monde a été généré par IA, les voix étaient générées par IA. Et ça, c'est hyper intéressant parce que c'est la plus grosse fraude, je crois, aujourd'hui, de ce type qui a eu lieu. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'en fait, il y a plein de fraudes à plus basse échelle qui sont faites comme ça. On va, par exemple, si on m'enregistre pendant ce webinaire, je vais faire travailler une IA sur ma boîte, je vais être capable derrière d'appeler des gens dans l'équipe, par exemple, qui sont passés pour moi. Donc en fait, c'est devenu une fraude qui est vraiment détectable uniquement par l'humain. Il y a des petits indices dans la voix, dans l'image, le nombre de voix, par exemple. Les chiens qui galèrent de moins en moins, mais galèrent encore à faire ça. Donc là, c'est un exemple d'attaque où l'humain aurait pu vraiment être primordial. En fait, ces réflexes auraient arrêté. Il y en a d'autres, il y a les intrusions, il y a les, on télécharge n'importe quoi en pièce jointe, il y a le vote quantifiant phishing, je pense que tout le monde connaît. Pareil, si l'humain est bien formé, on arrive à trouver comment détecter, enfin lui-même de savoir où détecter les attaques, regarder le nom de domaine, regarder leur envoi par exemple. La fraude technique, dont on parle un peu moins, mais qui arrive de plus en plus, là en gros on se fait passer pour le support, soit des entreprises pour un support externe d'une solution qu'on utilise, et derrière on va demander d'appeler un numéro surtaxé, on va un peu mentir et puis choper les droits admin. Et puis il y a les demandes de rançon, qu'on appelle les ransomware, ou en français les rançongiciels. Je déteste ce mot, alors je n'utilise jamais, mais je trouve ça affreux. Mais en gros, les ransomware, c'est des programmes malveillants qui vont aller chiffrer toutes les données. Et ces programmes, on pourrait dire, si c'est un programme, pourquoi l'humain peut agir? Parce qu'en fait, ces programmes vont incorporer des casseurs de mots de passe au sein de leur code. Et si en fait, derrière le mot de passe qui essaie de casser en se répliquant, c'est, je sais pas, c'est Xavier 2025 pour l'exclamation, en fait, derrière, ça doit respecter les standards, ça va se faire retourner par une attaque qu'on appelle par un dictionnaire. Or, c'est important, c'est bien un humain qui choisit son mot de passe aujourd'hui. Donc voilà les grosses menaces aujourd'hui qui pèsent. On a vu ensemble que du coup, l'humain a un rôle vraiment indispensable pour arrêter ces menaces. Et d'ailleurs, il y a une statistique qui le prouve aujourd'hui, ainsi que 90% des cyberattaques passent par une erreur humaine. Alors, c'est des stats, ce 90%, c'est une stat qui fait que augmenter ces dernières années. Et ce qui prouve une chose, il prouve que la sensibilisation, la formation aujourd'hui et ces dernières années qu'on a été amené aux collaborateurs, n'est pas efficace. Parce que du coup, les gens, en fait, ils ne comprennent pas vraiment les bons réflexes à avoir, ils sont toujours perdus quand ils reçoivent une attaque. Et en fait, on s'est intéressé, nous, chez Camé, à savoir pourquoi, du coup, ça ne fonctionnait pas. Et ce qu'on s'est rendu compte, en fait, c'est ce qu'on propose très souvent aux collaborateurs. Je ne sais pas si vous, de votre côté, vous êtes déjà eu des sensibles dans vos postes passés. En général, ça ne fait pas rêver. En général, ça va être, je vais être caricatural, mais c'est la vidéo de 20 minutes où il y a Chantal qui explique à Hervé qu'elle a reçu un mail de phishing et tout le monde s'endort et c'est épouvantable. En fait, ce qui se passe, c'est que les gens aujourd'hui ne comprennent pas pourquoi la cyber c'est important pour eux, ils ne comprennent pas ce qu'ils ont à gagner. Un commercial, on lui parle de cybersécurité, c'est pas son travail, il ne comprend pas comment ça va les aider de vendre. Du coup, il ne va pas suivre les formations. Et en fait, ça fait des années qu'on essaie de concevoir un outil cybersécurité. Alors qu'en fait, et nous, ça va être vraiment notre approche, c'est de se dire, il faut arrêter de voir la entreprise comme un outil de cyber, il faut arrêter en fait de plaire aux équipes de sécurité, il faut plutôt produire un produit qui va plaire aux utilisateurs final. C'est l'XP user qui va être primordial pour lui, et c'est pas ce que l'XP user est génial, que du coup il va aimer y aller, il va être récompensé, il va avoir des classements, il va avoir des récompenses, que du coup il va faire ses formations, que du coup il va faire attention aux mecs de phishing, des simulations d'attaque qu'on envoie, et du coup derrière, il va servir les équipes sécurité, du coup, la protéger toute l'entreprise, et même vous. Donc ça va être complètement notre approche. Comme c'est un petit peu rapide, je vais tout de suite passer, ce que je propose, c'est de voir un petit peu le produit. Oui. On va aller assez vite dessus. Nous, Cameo, on est une plateforme de tout ça, tout le monde peut se connecter très facilement par SSO ou autre. Et l'idée, c'est vraiment, c'est ce que vous voyez à l'écran, vraiment une expérience user qui est inspirée de tout ce qui va être casual gaming, et de se dire, en fait, comment on va faire que les gens prennent plaisir, et en fait, on va leur montrer leur progression. Alors chez nous, on la modélise par des ceintures, on a une ceinture blanche qui est
Pour ça, on a plusieurs façons de faire pour gagner ces points. On va proposer des entraînements, du coup, on va expliquer des concepts pédagogiques, parler de cyber, parler de comment se protéger chez soi, comment protéger sa console de jeu, comment protéger aussi la console de jeu pour ses enfants. On va parler d'RGPD. Alors, ça peut paraître un peu en fait de RGPD, mais en réalité, c'est super intéressant de savoir comment bien protéger ses données, par exemple, pas faire n'importe quoi pour éviter des usurpations d'identité, par exemple. Et puis, on va en plus avoir des challenges réguliers, classement, et on va nous aussi proposer, ça c'est l'admin côté Camille qui pourra faire ça, d'aller envoyer des attaques. Donc en fait, l'admin côté client, il va envoyer des attaques à tous ses collaborateurs de phishing, et derrière, ça va, en fonction de la réaction des gens, et ce qui détecte, et ce qui remonte le mail, et il va aussi gagner des points, il va aussi qualifier toute cette façon. Donc voilà, j'espère que je suis encore dans les temps, parce que je n'ai pas de chrono sous les yeux. L'idée, nous, c'est vraiment ce que je disais, changer la perception de la cybersécurité par les gens. En fait, derrière, c'est d'augmenter ce taux d'engagement en donnant au collaborateur ce qu'il veut, c'est-à-dire que ça va protéger, il veut passer un bon moment, il a envie de progresser, il a envie d'être récompensé, c'est humain, il a envie de montrer qu'il progresse aux autres. Et ça va permettre d'augmenter ce taux d'engagement. Du coup, de 80% en moyenne, contre 25%, 30% sur le marché. Et ce taux d'engagement élevé, il permet de protéger la boîte. Il permet aussi d'atteindre des taux de conformité qui sont hyper importants, notamment avec NIS 2, DORA, plein de choses qui arrivent, qui permettent aussi de gagner des nouveaux clients. C'est ce qu'on va, nous, aujourd'hui, utiliser pour aider nos clients à se protéger et à se mettre en conformité. Je vais aller un peu vite parce que je sais que je suis le dernier à passer, que j'ai pas beaucoup de temps et que j'ai pas envie non plus d'être trop long. Est-ce qu'il y a Des questions? des questions pour après? N'hésitez pas. Écoute, merci Xavier pour ton intervention. Donc c'est la société Kamae pour ceux qui souhaiteraient plus d'informations. Je pense qu'ils pourront trouver sur Internet des informations. Et tu es également prestataire pour les contrats AXA Cybersecure, je crois. Exactement, en fait, on a un partenariat avec AXA, je vais raconter un petit peu pour tous leurs assurés. Donc si vous êtes assuré AXA, vous pouvez déjà bénéficier en fait d'une offre, ce qu'on appelle l'offre starter chez Kamae, que vous avez mis à disposition gratuitement. Et puis après, vous pouvez aussi prendre rendez-vous directement. Alors, les plus téméraires d'entre vous, observateurs, on remarque que c'est pas moi, Damien, mais c'est notre commercial qui est spécialisé dans le secteur d'activité dont on parle. Et n'hésitez pas du coup à le contacter, à scanner ce QR code, à l'appeler. Et sinon, comme tu l'as dit, Xavier, notre site web, vous pouvez prendre directement rendez-vous. Donc n'hésitez pas, nous, on a hâte de voir un petit peu comment on peut faire de vous des ceintures noires, en tout cas. Ce sera avec grand plaisir. Ça marche. Merci Xavier. À bientôt. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Et voilà. Eh bien écoutez, c'était notre dernier intervenant. J'espère que ça vous a plu. Est-ce que vous avez des questions, des interrogations sur ce qu'on a pu aborder? Moi j'ai une question. Si une entreprise décide de payer en fait, quid de la traçabilité du versement, on doit bien retrouver quelque part? C'est une bonne question, c'est plus une question d'assureur. Alors oui, on aura de la traçabilité d'un point de vue sur énormément de paiements se font via de la crypto-monnaie. Après, c'est vrai que là-dessus, on n'arrive plus sur la partie dépôt de plainte et compagnie, où ça va être plus globalement police judiciaire, gendarmerie qui, eux, s'assureront de la traçabilité et de pouvoir remonter sur une filiale de cyberattaquants ou quelqu'un qui est plus indépendant. Donc ça, c'est vrai que nous, ça sort entre guillemets du scope assurantiel, mais c'est des choses qui sont automatiquement remontées via les dépôts de plainte sur la gendarmerie. C'est vrai qu'eux, ils sont ultra intéressés de pouvoir avoir l'ensemble de ces informations. On a aussi tous les acteurs cyber liés aussi à la police et à la gendarmerie avec les équipes de réponse sur incident qui eux aussi ont des pôles vraiment dédiés sur toutes les traçabilités aujourd'hui des paiements par les entreprises en France. Donc ça arrivera dans un second temps. C'est pour ça qu'aujourd'hui on dit qu'on a aussi un espace judiciaire cyber qui est complexe et long, dû à tous ces mécanismes qui sortent un peu des sentiers battus aujourd'hui des paiements traditionnels avec des banques. La crypto-monnaie a de la traçabilité, mais ils ont aussi énormément de mécanismes pour pouvoir un peu effacer leurs traces. Thierry, tu avais une question? Alors, c'est une question, il y a fait une intervention ici. Vous êtes en contact avec Cyberréponse ou pas? Parce que il y a quand même l'ANSSI qui est le grand gardien national, avec des représentations géographiques régionales sur les CICERT. Vous en avez un sur la région centre qui s'appelle Cyberréponse, qui est très bien représenté par Dr Emmanuel Dessa, qui fait des interventions un petit peu partout.
C'est un service gratuit, alors rien à voir avec la partie assurance, mais en tout cas qui permet déjà dans un premier temps de faire la prise en charge quand il y a une attaque, avec accompagnement sur le dépôt de plainte en 24 heures, parce qu'on a un délai effectivement à respecter et justement une information à donner par rapport justement aux données qui auraient pu être utilisées. Et l'accompagnement se fait également sur justement la rançon. Première chose qu'il recommande en général, c'est de ne pas payer. C'est surtout ne pas faire. Et deuxième chose, s'il y a besoin d'aller jusqu'au paiement, c'est avec la couverture de la gendarmerie et de la police qui ont des services spécialisés qui vont accompagner l'entreprise et tracer effectivement tout ce qui va être justement la crypto. Donc c'est important je pense, de signaler qu'on a quand même un service public gratuit qui permet justement d'aider dans la partie cyber au niveau national et au niveau régional pour les entreprises de taille justement qui correspondent à ce qui se fait au niveau justement d'Annecy pour les grandes structures et qui est adapté à ça. Et en plus, ils ont un service vraiment garanti qui permet d'intervenir très rapidement et d'accompagner. Et les entités comme TracFin, ça existe encore Alors, TracFin, c'est vraiment les flux financiers, c'est plus la criminalité financière. C'est un autre volet, mais effectivement, ça fait partie du dispositif. Mais en tout cas, Cyberréponse, pour moi, est quelqu'un déjà d'intéressant à avoir dans ses contacts, avec un numéro gratuit qui permet déjà de contacter et qui après mettra en relation avec des entreprises pour la partie remédiation. Non, mais c'est bien. De toute façon, effectivement, il y a des initiatives, c'est même pas des initiatives publiques, ça, c'est des dispositifs publics, on va dire, bien sûr, clairement, qui sont là, mais qui sont encore plus pertinents pour les entreprises qui n'ont pas d'assurance, qui n'ont pas justement ces moyens. Après, c'est pas l'assurance, hein, puisque l'assurance, c'est non, mais ce que je veux dire, c'est que l'assurance met directement à disposition tout un panel d'experts, le coordinateur d'incident, etc. Évidemment, il y a la voie de il faut quand même porter plainte dans les 72 heures, il n'y a pas de sujet. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a tout un écosystème qui est déjà mis à disposition du client avec l'assurance. Et quand un client n'est pas assuré, c'est certain que là, les dispositifs publics sont parfaits. Ils doivent être utilisés, clairement. Nous, on va se trouver en fait, comme on fournit tous ces services, en plus sans franchise, etc. Donc c'est un peu le même concept. Hein, c'est allez-y. Simplement, c'est au-delà de la coordination, au-delà de la discussion, on va dire, sur la stratégie et du conseil. On va fournir ces prestataires informatiques, avocats, toujours trop chers, les avocats. On va fournir avec notre assurance, donc pour le client, ça sera totalement transparent, on n'aura pas payé ça. De toute manière, de toute façon, le risque, il est plus au niveau de l'exploitation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est l'arrêt d'exploitation d'une entreprise qui fait que on a toute la paire d'éléments qui bloquent tous les logiciels d'exploitation et qui fait que l'assurance a son intérêt en termes de pertes. Oui, plus que la partie ransomware qui est gérée différemment. Oui, alors la perte d'exploitation, c'est parfait, effectivement, et là, l'assurance, elle est là et elle est prête à payer le maximum. Que l'attaque ait eu lieu chez un fournisseur d'ailleurs, hein, qui entraîne, on en a parlé, derrière la paralysie de l'assuré ou qu'elle ait eu lieu chez l'assuré. Donc, pas de sujet. Mais sur la partie intervention, parce que la réponse à incident, plus l'entreprise est petite, plus la partie réponse à incident va vraiment l'intéresser. Parce que vous êtes une petite entreprise vers qui vous tournez, heureusement. Vous êtes public, voilà. Mais la plupart, d'ailleurs, je n'ai pas entendu parler. Déjà, le cyber, ok. Donc, vers qui on se tourne, et surtout, le jour où il faut contracter avec des forensics, avec des avocats, et on va venir de loin, vous avez un besoin, c'est le business. Il y a une offre, il y a une demande, mais simplement vous êtes dans l'urgence. Donc les tarifs sont clairement différents de ceux qu'on a pu négocier en ce qui nous concerne. Donc pour l'entreprise, et c'est très cher. Là, quand je vous disais 40 000, 70 000 euros le coût de la destination médiane, ça, c'est les prix négociés par des acteurs mondiaux qui, quand vous êtes une entreprise qui arrive comme ça, je pense que c'est un peu plus cher. Et je ne vais pas m'avancer sur des chiffres, hein, mais je pense que c'est plus cher. Non, mais là où vous rejoignez, tout à l'heure, vous disiez que c'était souvent les grosses structures sont structurées, elles ont ce qu'il faut dans le service. Souvent, c'est la petite structure qui est souvent sous-traitante d'une grosse structure qui va être le point d'attaque.
Voilà, puisqu'elles vont justement pouvoir remonter sur les grosses par le biais du fournisseur à qui on a donné un droit d'accès. Mais aujourd'hui, d'ailleurs, c'est sans doute, puisqu'on en vient à ce point-là, et qui est très intéressant, le point critique des grosses entreprises, aujourd'hui, il n'est pas chez eux, il est chez les petits fournisseurs, ou les fournisseurs intermédiaires, en tout cas, qui n'ont pas le même niveau de traitement. D'avoir contractualisé les bonnes choses avec des bonnes demandes dans le contrat au niveau de sécurité avec ses clients, c'est de l'audit, mais non pas trop intrusif, parce que voilà, c'est mettre en place cette gestion et c'est également utiliser, vous voyez, les services de scan externe. Et ben, on peut également utiliser les services de scan externe pour mapper ces fournisseurs. Nous, le scan qu'on utilise d'une entreprise Panorace, elle est spécialisée justement là-dedans. Alors, si on l'utilise en dehors de l'assurance, c'est payant, hein. C'est pas fourni. Puis le problème du risque cyber, c'est, on l'a dit tout à l'heure, c'est un risque humain, au-delà du risque technique. Et on peut avoir meilleur des RSSI. Si les personnes sont sensibilisées et formées, en fait, c'est ce que je trouve toujours plus mal. Pour une forteresse, hein, si le gars qui a le pont-levis, le gars qui peut ouvrir et fermer le pont-levis, il ne sait pas qu'il faut faire un tour, bah, il peut baisser le pont-levis, la meilleure forteresse, la porte est ouverte. Donc il faut aussi sensibiliser, former tout le monde. Et ça aussi, ce n'est pas que la responsabilité de la DSI, mais il y a le service juridique, il y a le patron qui doit aussi former et informer la responsabilité. Et il faut avoir des discours assez simples aussi en même temps, c'est du concret, des trucs pratiques, avec justement comme le Kamae. Une dernière question pour nos intervenants. On a vécu ensemble il y a quelques semaines donc le piratage de Harvest, qui est un des leaders français de logiciels donc à destination des cabinets de gestion de patrimoine et des compagnies d'assurance. On a ouvert du coup auprès de nos clients respectifs effectivement des garanties perte d'exploitation, puisque les cabinets étaient paralysés pendant plusieurs semaines et ne pouvaient plus travailler. Est-ce que vous redoutez dans l'avenir d'autres prises en otage, on va dire, par des logiciels métiers dans différentes professions, que ce soit des professions dans le conseil ou l'expertise comptable, les bureaux d'études, etc. C'est le risque principal. Le vrai systémique, il est là. On a vu tous les acteurs Movit, l'exemple de CrowdStrike, enfin bref, le systémique, il est là, il est sur CEOM. Tu veux peut-être toucher la Non, mais c'est vrai. Et déjà aussi avec Harvest, ce qui est important de noter, c'est que heureusement, il y a quand même eu très peu de données des clients qui ont été volés. C'était vraiment des données internes à Harvest. Donc là, ils s'en sortent quand même bien. Après, c'est dans tous les mails qui ont pu fuiter. Pour vous dire, hein, il y a eu plus de 800 000 fichiers qui ont été publiés gratuitement du coup sur le forum directement de Ransomware, qui est le groupe qui les a fait appeler. Ils les ont mis en libre accès très récemment. Plus de 800 000 fichiers avec des mails confidentiels, des rapports d'audit, et qui provenaient justement aussi des clients qui utilisent Harvest. C'est ça qu'il y a aussi tout ce canal-là, même si des données hébergées n'ont pas été volées, il y a quand même tout ce transit de mails via le prestataire qui ont pu être dérobés. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on en revient justement sur le prestataire de service qui est aussi un vecteur privilégié par les cyberattaquants, parce qu'il va toucher en fait en masse vraiment un grand nombre d'entreprises. On n'arrête plus juste de cibler une entreprise, on va vraiment mettre à l'arrêt aujourd'hui tout un écosystème. Voilà, ce sera le mot de la fin. Merci Frédéric, merci Enzo pour vos interventions. Écoutez, chère communauté, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires et poster vos avis sur la conférence. Et écoutez, on espère vous retrouver prochainement sur d'autres événements.